Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième volet de notre trilogie de webinaires consacrée à la santé des femmes durant 3 des étapes clés de leur vie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la pré- et la périménopause. Ce webinaire est proposé, vous le savez, par Prévaesio, le service de prévention d'Aesio Mutuelle. Notre thème du jour est ménopause et bien-être, écoutez-vous. Voilà. En tout cas, nous, on va vous écouter, ça c'est sûr, puisque vous avez la possibilité à tout moment de nous envoyer des messages via le chat, questions, témoignages, quoi que ce soit. N'hésitez pas, nos deux expertes vous répondront. Il s'agit aujourd'hui de Marie-Josée Falevitch, sage-femme, et Elsa Ratti, psychologue. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour à tout le monde, à toutes. Et bonjour. Alors, quel impacte profondément la santé à la fois physiologique et psychologique des femmes? La ménopause reste un sujet souvent malheureusement encore tabou ou minimisé. Bouffées de chaleur, troubles du sommeil, variations d'humeur, risques cardiovasculaires et j'en passe. Ces impacts sont parfois mal connus ou négligés, entraînant de l'isolement, de l'inconfort, ça c'est sûr, et parfois même de véritables risques pour la santé. Il est donc important de comprendre comment écouter votre corps, reconnaître vos besoins et trouver des solutions adaptées pour vivre mieux cette étape, en tout cas avec plus de sérénité. On va commencer avec vous, Marie-Josée Falevitch, pour, j'allais dire, un rappel de fondamentaux. Qu'est-ce que c'est exactement la ménopause? Alors, la ménopause, c'est vraiment la période de la fin des règles, avec au moins un arrêt d'un an, arrêt définitif, un an sans règles, un aménorrhée. On peut dire que c'est la ménopause. Bien sûr, un an sans règles, mais sans cause physiologique ou pathologique évidente. Ça peut arriver pour d'autres raisons que la ménopause. Et en général, elle se situe autour de 50 ans. La fourchette large, c'est 45-55 ans. Donc, cette ménopause est provoquée par un arrêt, une mise à l'arrêt de la fonction ovarienne. Et donc, il n'y a plus de sécrétion de ces hormones sexuelles, donc plus de possibilité, évidemment, de procréation. Et même si ça reste quelque chose de physiologique, la ménopause favorise l'ostéoporose, la résistance à l'insuline, donc plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires, une tendance à une prise de poids, on en reparlera un petit peu plus précisément, en raison de cette carence hormonale en fait. Est-ce que l'âge de la ménopause peut varier d'une femme à l'autre? Vous disiez 45-50 ans. Est-ce qu'il y a des écarts plus importants que ça? C'est 45-55 ans avec une moyenne à 51 ans. La plupart des femmes sont ménopausées à 51 ans. Après, il y a la période de la périménopause, toute cette période avec de nombreux changements avant, de nombreuses réjouissances dont nous allons parler, qui fait qu'on a tendance à... Bien sûr, on englobe cette période-là. Donc, la femme qui va être ménopausée à 45 ans va pouvoir avoir une périménopause à 40-41 ans, en fait. Mais globalement, c'est plutôt 51 ans pour la ménopause et 2-3 ans avant, peut-être, pour la périménopause. Cette période qui peut durer donc plusieurs années avec des changements hormonaux, dont la baisse des œstrogènes, notamment, avec à la clé, évidemment, des troubles du cycle, des cycles qui sont peut-être plus courts, qui sont totalement irréguliers, des troubles du sommeil, déjà des bouffées de chaleur, des transpirations sueur nocturnes, différents troubles génitaux, urinaires dont on reparlera, une baisse de la libido, une fatigue, des douleurs articulaires, enfin, tout ce qui est à peu près synonyme de la ménopause et que l'on retrouve avant cet arrêt définitif des règles s'appellera la périménopause. Et on parle aussi de pré- et périménopause. Comment on distingue les deux? En fait, aujourd'hui, on ne parle plus que de périménopause. C'est cette période avant la ménopause parce que une fois que la ménopause est installée, elle est installée, on est ménopausé jusqu'à la fin de nos jours, en fait. D'accord. Donc, on ne parle plus de pré- et périménopause, on parle de périménopause pour tout ce qui englobe cette partie qui précède l'arrivée vraiment de la ménopause. Oui, et vraiment qui est importante à prendre en charge. Alors, justement, à ce moment-là, quand les cycles hormonaux ont encore cours, comment savoir si ça relève de la périménopause ou tout simplement de notre cycle lorsqu'il y a des variations d'humeur, de l'anxiété, des troubles cognitifs aussi, il peut y avoir des problèmes d'attention. Comment savoir si c'est un problème de santé, si c'est la périménopause ou si c'est le cycle normal? Qu'est-ce qui doit nous alerter?
L'ensemble des signes, va concorder vers la périménopause. Maintenant, s'il y a des cycles irréguliers sans autres symptômes et que à la clé il y a une perturbation affective, voilà, on pourra revoir la question, mais ça reste une évolution dite physiologique et on ne peut, si la question sous-entendue est celle d'un bilan hormonal, est-ce intéressant de faire un bilan hormonal pour savoir si on est en périménopause ou pas? Malheureusement, la réponse est non parce qu'il y a de telles variations au quotidien au niveau des sécrétions hormonales que l'on ne peut pas, le bilan hormonal ne serait pas fiable. On a Albena dans le chat qui nous demande, mais il y a bien une différence entre pré- et périménopause, quand même, dit-elle. La périménopause, c'est avant la ménopause, donc ça ne change rien en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc non, Albena, il n'y a pas de différence. Voilà, au moins on a levé le voile là-dessus. Madame Felevitch, et puis ce sera également une question pour Elsa Ratti, la liste des impacts possibles de la ménopause est assez impressionnante. Hein. Vous en avez déjà parlé de plusieurs, mais il y en a encore bien d'autres. On parle des femmes qui ont environ 50 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des femmes qui, pour la plupart, travaillent, sont actives, ont aussi une famille avec une charge mentale conséquente. À quel point on doit s'attendre à un bouleversement dans son quotidien à ce moment-là de la vie? Alors, s'attendre, je ne sais pas si c'est vraiment le mot que j'emploierais, parce que tout est variable selon les femmes, en fait. On a beaucoup de symptômes, mais finalement, 87% des femmes présentent au moins un de ces symptômes en plus de l'arrêt des règles, du moins chez les plus de 60 ans et 93% chez les 50-54 ans. Donc, on voit que quand même, avec les années, heureusement, après, ça se calme un petit peu. Rien de tous les signes que je vais annoncer n'est systématique, mais mérite une consultation et parce qu'il signale un inconfort lié à la ménopause et il y a quand même des choses à proposer. Donc, on a en premier lieu, par ordre de fréquence, les bouffées vasomotrices, donc ce sont ces fameuses bouffées de chaleur qui sont en fait des décharges d'adrénaline. Donc, ça peut être quelque chose de très invalidant, très inconfortable et en plus avec des conséquences, on en reparlera. Des sueurs nocturnes, ce qui altère quand même le sommeil avec des réveils en raison des sueurs, donc des troubles du sommeil, une sécheresse de la vulve, du vagin, avec à la clé peut-être souvent des douleurs au rapport, un syndrome génito-urinaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des signes effectivement de sécheresse, d'atrophie vulvaire, de modification des tissus plus fragiles, plus friables, mais aussi des signes d'incontinence urinaire. Tout ça lié à la carence hormonale, une fatigue qui peut être importante et des douleurs articulaires, des troubles cognitifs, une irritabilité, diminution de la libido. Voilà, ça fait quand même beaucoup de signes, à savoir qu'une femme sur 4 va souffrir vraiment de troubles sévères qui vont altérer la qualité de vie et les plus impactées sont celles, donc, comme on l'a dit, avant 60 ans. Par exemple, les troubles du sommeil vont entraîner moins d'énergie, donc difficultés au boulot, puis pour gérer sa vie de maman, sachant qu'avec l'âge, avec le recul de l'âge de la maternité, beaucoup de femmes dans cette période se retrouvent avec des ados, voire des plus petits, donc avec une grosse charge familiale et mentale. La perte du sommeil a été documentée pendant la ménopause. On estime à peu près à 2h30 de perdu par nuit. Donc, c'est quand même énorme, par nuit. Dans la période de la périménopause, ce qui équivaut à 37 jours par an. C'est beaucoup. Alors, si on cumule en plus avec les conséquences de la maternité, ça fait carrément beaucoup. Et puis, ce rapport au corps, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une prise de poids. Ce n'est pas exactement une prise de poids, en fait, c'est qu'on a une modification de la répartition des masses grasses et musculaires, avec, pour les réjouissances, une perte musculaire qui est quand même assez importante, de l'ordre de 5% par an dès 50 ans. Bien sûr, on peut éviter ou limiter les dégâts avec une activité physique, mais c'est quand même quelque chose qui est documenté.
voilà, le rapport au corps entre ces modifications, la fatigue, qui change la posture, les problèmes de peau. Ça fait beaucoup d'altérations possibles de la confiance en soi, du sentiment de soi. Ce n'est pas évident en termes de féminité. Elsa Ratti, comment on gère ce quotidien de femme active avec la périménopause, voire pour certaines déjà la ménopause installée? Oui, alors c'est vraiment c'est compliqué. Tout à l'heure, vous posiez la question est-ce qu'il faut s'attendre à un bouleversement du quotidien? Effectivement, quand le quotidien il est déjà bien chargé avec ces éléments-là, ça fait beaucoup. Après, la ménopause, c'est vraiment un événement finalement qui reste ponctuel, c'est un processus. Mais comme tous les processus de transformation, ça peut venir déplacer les équilibres qui jusque-là fonctionnaient à peu près normalement, sans qu'on y pense. Le sommeil, c'était bien, c'était installé, puis ça se modifie. L'énergie n'est pas la même, la régulation de l'humeur aussi. Et du coup, même si pour pas mal de femmes, ça reste des changements qui sont assez discrets, pour d'autres, il y a un vrai impact sur leur quotidien et sur le moral. Je crois que c'est une femme sur 4 qui a des symptômes dépressifs à l'arrivée de la ménopause. Donc, c'est vraiment qu'il y a un impact psychiquement qui est assez profond, qui s'y joue. Et du coup, il y a tout un travail intérieur, en plus de tout ce qui se passe au niveau physiologique. Psychiquement, il y a vraiment un deuil qui s'opère. C'est pas que le deuil de la fertilité, c'est aussi de l'image qu'on avait de soi et même aussi du rôle qu'on avait au sein de sa famille. Et du coup, ça peut réactiver des choses assez anciennes, le rapport à sa féminité, au regard de l'autre, à soi. Et du coup, il y a une lucidité qui arrive et qui est parfois inconfortable. Et quand il faut composer entre ça et la vie quotidienne, la charge qui est celle de l'habitude, de la gestion familiale ou autre, c'est vrai que c'est assez difficile et ça oblige à une forme de recentrage, à se dire, bon, ben là, il y a un quotidien qui est compliqué, il y a un corps qui n'est plus tout à fait le même. Comment est-ce que je fais pour passer de je réponds aux attentes à je commence à m'écouter? Voilà. Marie-Josée Falevitz, j'ai une petite remarque d'Almena qui nous dit bouffée de chaleur, et c'est vrai, vous avez dit qu'elles étaient synonymes de décharge d'adrénaline. Est-ce que vous confirmez effectivement? Marie-Josée, vous m'entendez? Pardon. Avec le micro, c'est mieux. Avec le micro, c'est mieux. Oui, pardon. Effectivement, c'est une décharge d'adrénaline et c'est bien ce qui pose souci pour la santé et notamment sur le plan cardiovasculaire. Oui. Donc, ça revient au mécanisme que l'on appelle la réponse au stress, en fait, ce mécanisme physiologique. Et le corps se prend à chaque fois ces décharges d'adrénaline et tout ce qui va en cascade. Donc, c'est pas super. Christine nous dit, j'ai 59 ans et je suis toujours fortement impactée. Pour moi, rien de ponctuel. Donc, ça fait sûrement plusieurs années qu'elle souffre de ces symptômes-là qui ne faiblissent pas. La moyenne, d'après les dernières études, la moyenne de durée de tous ces symptômes, c'est 7 ans et demi. Sachant que c'est une moyenne, on a des femmes qui forcément vont les avoir bien plus longtemps. On peut doubler. Vous insistez sur le fait que chaque femme va vivre cette étape différemment, Elsa et Marie-Josée. Comment expliquer que certaines vont traverser la ménopause, j'allais dire presque sans symptômes, alors que d'autres, comme on l'a vu dans le chat, vont avoir un quotidien bouleversé et sur de longues années? Je laisse peut-être Elsa commencer. Oui, alors je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse unique à cela. Je pense que c'est tellement intriqué entre le somatique, le physique, le physiologique et la psyché que je pense que la réponse, elle est individuelle à la situation de chaque femme, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. Souvent, on est à peu près, on est assez, qu'on soit ou pas en activité professionnelle, il y a quand même une charge professionnelle, il y a une charge, on réinterroge son couple parfois, on réinterroge sa place au sein de la famille. Il y a tout un tas de remaniements intérieurs
qui, quand ils sont vécus avec une forme de lutte ou de résistance, peuvent encore plus, je pense, fragiliser aussi le corps et faciliter la violence de certains symptômes. Je le constate assez souvent en consultation. Plus la personne va être en souffrance par rapport à tout ce qui se joue, plus elle aura, j'ai l'impression en tout cas de mon côté, plus elle aura des symptômes qui seront vécus difficilement. Il y avait toute une étude qui avait été faite sur la façon dont la ménopause était traversée selon les pays. Et il y a des pays où certaines femmes, les femmes disent que leurs symptômes sont vraiment très mineurs par rapport à d'autres. Et ils ont poussé les études et ils se sont rendus compte qu'en fait, les pays où la ménopause était quelque chose d'extrêmement presque valorisé, c'est-à-dire que la femme qui traversait cette période-là, je pense notamment au Japon, était très soutenue, très écoutée par les médecins, par les femmes entre elles, etc. Et en fait, elle rapporte beaucoup moins de symptômes. Du coup, je me dis, il doit y avoir forcément une tranquillité psychique qui favorise aussi le passage de ces symptômes-là. C'est une hypothèse que je fais. Pourquoi pas, effectivement. Marie-Josée? Oui, alors il y a aussi forcément l'alimentation et les habitudes de vie. On n'est pas du tout égaux en termes de physiologie, que ce soit en Afrique, en Asie ou pour nous en Europe. Après, je vous rejoins totalement, Elsa, sur l'aspect psychique. On peut prendre l'exemple de l'adolescence, en fait. On ne va pas tous traverser une période de transformation qui aboutit donc, au passage de l'enfant au jeune adulte, à la jeune femme, en l'occurrence, si on parle des femmes. Et donc, en fonction du passé, du passif, des antécédents, du vécu, de l'image de soi, enfin de tout ce qui fait l'individu, cette transformation qui s'accompagne quand même d'une certaine transparence psychique, comme on l'appelle, va être vécue sans orage ou avec un tsunami. Et on retrouve la même chose pendant la grossesse, on retrouve la même chose dans des périodes très difficiles de vie, comme le deuil, l'annonce d'une maladie grave, voilà. Et on retrouve finalement la même chose dans ce passage de cette femme, peut-être à l'apogée de sa vie à 40 ans. On dit que c'est là qu'on est vraiment les plus belles, les plus affirmées, etc. Et puis après, notre société, donc je rejoins totalement Elsa, notre société nous dit qu'après la ménopause, on est périmée, voilà, à partir d'eux, on est vieillissante, bon, voilà. Et donc, toute cette nouvelle transformation va aussi se passer peut-être en fonction de qui nous sommes et de comment nous avons traversé les autres étapes, ça c'est certain. Après, sur un plan, moi je pratique l'acupuncture, sur un plan énergétique, on sait qu'il y a des terrains quand même. Il y a des terrains à avoir un peu plus de bouffée de chaleur. Déjà, les œstrogènes sont sécrétés par les ovaires, c'est vrai, mais ils sont quand même stockés dans le tissu adipeux, par exemple, dans les masses grasses. Donc, plus on est rondouillette, plus on a de réserves d'œstrogènes. Plus on est sèche, moins on en a. Et donc, du coup, c'est en avoir. Pardon? Il vaut mieux en avoir donc des réserves, si j'ai bien compris. Voilà, la bonne nouvelle, voilà une bonne nouvelle quand même. Bon, après, l'obésité, c'est un facteur de risque aussi, donc point trop n'en faut. Mais voilà, notre typologie, notre morphologie crée aussi un terrain. Notre alimentation, notre réponse au stress, il y a des caractères très en feu. Voilà, si vous êtes stressé, que vous avez très soif quand vous êtes stressé, ben, c'est évident que vous avez un terrain plutôt déjà en feu et qu'avec le feu de la ménopause, ça va faire beaucoup de chaleur. Voilà. Oui. Pour résumer, enfin faire quelque chose de très réduit, mais réducteur, mais c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a certains symptômes de la ménopause et la périménopause qui sont minimisés dans la société, dans le corps médical, dans la connaissance que l'on a, alors qu'ils peuvent être particulièrement invalidants? Ah ben tous. C'est pas forcément. Tous. Tous, finalement. Tous. Ça a toujours fait rire les gynécos qui étaient plutôt des hommes. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit une question de genre. Globalement, il n'y a que celui qui vit ou celle qui vit les choses qui sait à quel point c'est invalidant. Donc, on a aussi cultivé une société
avec un certain manque d'empathie, donc on se le retrouve là, et puis un grand manque d'empathie envers ce que nous endurons, nous les femmes. Je fais la victime, mais c'est vrai que ça a toujours été vécu par les femmes comme une fatalité, et puis présenté, pourquoi d'ailleurs? Parce que présenté par la société, et puis toute la société savante aussi, médicale, comme voilà, quelque chose qui était banal. Aujourd'hui, vraiment, on sait qu'il y a des risques à la ménopause. Ces bouffées vasomotrices sont des bouffées de chaleur qui créent des vasoconstrictions, des petites contractures des vaisseaux. En fait, c'est pas bon du tout sur le plan cardiovasculaire. Cette carence hormonale n'est pas bonne du tout sur le plan osseux. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde en détail là maintenant tout ça. On a un fil conducteur, mais on va venir effectivement à comment mieux vivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On a une réaction d'Emmanuel qui nous dit c'est lié à comment on accepte et valorise le vieillissement dans notre société. Et Christine qui rajoute, d'accord avec Elsa, dans notre culture européenne, non seulement nous ne sommes pas soutenus, mais pire encore, totalement dévalorisés. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Forcément, on le vit encore plus mal. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de reconnaissance, c'est vrai. On a eu une question sur l'ostéoporose, mais on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien. Oui, hein, on a le temps. Il nous reste encore 40 minutes. Revenons un tout petit peu sur la dépression. Elsa, vous nous disiez qu'un quart des femmes ménopausées rapportent des symptômes dépressifs. Qu'est-ce qui explique cette vulnérabilité à ce moment-là particulièrement ? Alors, je rejoins tout à fait ce que je disais Marie-Jo, c'est-à-dire que l'épisode de la ménopause ressemble beaucoup par certains aspects à celui de la grossesse, de l'adolescence, des moments où on est particulièrement vulnérable et où on a ce que l'on appelle une transparence psychique. C'est-à-dire que tous ceux avec quoi on va pouvoir composer au quotidien en termes d'angoisse, de difficultés d'estime de soi, etc., avec lesquels d'habitude on va avoir l'habitude de fonctionner, dans ces moments-là, ils réjaillissent de manière assez forte et on peut être facilement envahi et ne plus avoir les mêmes ressources pour pouvoir y faire face. Et c'est des moments qui rajoutent à la vulnérabilité. Et je pense que la ménopause rentre vraiment dans ce cadre-là, avec en plus, parce que à la rigueur, les moments de grossesse ou d'annonce de maladie, il y a quand même une contenance de la part du corps médical, il y a une reconnaissance, une validation de ce que ça peut générer. Pour la ménopause, un peu moins. Et donc, du coup, il y a une solitude quand même dans ces moments-là. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que c'était un épisode, et une des auditrices a rectifié, elle a eu raison, c'est un épisode qui peut être très long, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui dure 3-4 jours. Ça peut durer. C'est quand même associé à la notion de deuil, de pas mal de choses, de la fertilité, d'un corps qui est plus tout à fait le même qu'avant, et tout ça participe vraiment à un état qui peut être proche de la dépression, surtout si par le passé, on a déjà eu des antécédents de troubles de l'humeur, de déprime, etc. Ça vient quand même refaire bouger tout ça. Passons un peu aux solutions. Évidemment, chaque ménopause, chaque femme est unique et chaque manière de la vivre va être différente, mais est-ce que vous pouvez l'une et l'autre nous partager des premières pistes pour mieux vivre cette période de transition qui est charnière ? Moi, j'en ai quelques-unes. Alors, en tout cas, c'est celles avec lesquelles j'échange avec mes patientes. Je pense que vraiment, ça passe par le fait d'avoir une information solide sur laquelle se baser. C'est vrai qu'on est quand même inondé par les contenus des réseaux sociaux. On est inondé d'informations, mais on a un peu de mal à faire le tri. Donc, il y a beaucoup de contenus. Il faut savoir vers lesquels aller, ceux qui sont les plus fiables et les plus solides. Parce que vraiment, dans la ménopause, plus on comprend ce qui se joue, moins on subit. Ça aussi, je pense que c'est important. Et il y a 3 livres qui sont assez intéressants à lire. Il y en a un premier qui a été rédigé par une gynécologue qui s'appelle « Ménopause, pas de panique ». Tout un programme qui explique de manière très claire, très pédagogique ce qui se passe, ce qui se joue dans la préménopause, la ménopause et l'après. Et du coup, elle explique avec beaucoup de bienveillance et un cadre médical vraiment très, très accessible tout ce qui peut se jouer. Et ça, je trouve que c'est important de l'avoir comme référence.
Après, pour ce qui est de l'information, il y a aussi, je crois que c'est Manifesto Ménopause, qui, pareil, reprend un peu ce qui se passe à la ménopause, mais déconstruit aussi les idées reçues. C'est intéressant. Et il y en a un troisième qui a été rédigé par une actrice qui s'appelle Naomi Watts, qui s'appelle Menopause Power. Là aussi, tout un programme. Et en fait, c'est toujours power. Ben ouais, mais c'est pour reprendre un peu, ça vient dire ce que ça veut dire, c'est que si on a besoin de power, c'est parce qu'on se sent vulnérable. Donc ça vient un peu en réponse à ça et c'est très intéressant. Elle raconte qu'elle a été ménopausée à 40 ans, donc particulièrement tôt, que ça a été un tsunami et elle propose plein de solutions, plein d'astuces avec beaucoup d'humour. C'est vraiment un livre qui est chouette et je trouve que d'avoir ces trois-là, pour être armé, bien informé, je trouve que déjà c'est prendre un peu le contrôle sur ce qui se passe et se voir proposer des solutions au quotidien et surtout avoir un peu une forme de sororité voilà, d'autres femmes sont passées par là, chacune l'a vécu à sa façon, mais il y a quand même quelque chose de très collectif là-dedans où on peut se serrer les coudes en partageant ces expériences-là et en se sentant moins seule une fois de plus. Après, dans ce que j'aurais tendance à dire comme solution ou comme petite chose à mettre en place dans le quotidien, je dirais que ça serait un peu réinterroger aussi le rythme dans lequel on est. Accepter aussi que la vitalité, elle n'est pas tout à fait la même et que peut-être on peut revoir certaines exigences, introduire des temps de récupération, se dire que ce n'est pas des renoncements, c'est juste adapter son quotidien à son nouveau rythme d'énergie qui n'est pas tout à fait le même, mais qui va ensuite se stabiliser. Et ça, je pense que c'est important de respecter ce rythme-là. Et après aussi, le rapport au corps, comme le corps change à ce moment-là, ça fragilise l'estime de soi. Le corps réagit un peu différemment et certaines femmes se sentent étrangères à elles-mêmes. D'ailleurs, elles le disent aussi quand c'est l'adolescence ou quand c'est la grossesse. C'est des passages un peu compliqués où on peut ne plus trop se reconnaître. Et du coup, de travailler sur le rapport au corps, par exemple avec le mouvement, que ce soit la marche, la danse, le yoga, en gros, de mettre le corps en mouvement et de lui donner une douceur, une attention un peu particulière pour faire un peu alliance avec soi-même plutôt que de lutter contre tout ce qui s'y passe. Ça peut passer par le fait aussi, effectivement, de mieux dormir, mieux manger. En fait, c'est prendre du temps pour soi et peut-être le partager avec d'autres personnes aussi, redéfinir ses priorités, se dire en fait que c'est peut-être l'occasion de se repositionner dans sa vie en fait, avec un peu plus de lucidité et aussi un peu plus de liberté. Parce que c'est quand même vécu comme quelque chose de contraignant. Et quand on voit les effets, les symptômes, c'est vrai que c'est contraignant. Et bien se dire, pour contrebalancer ça, je m'octroie plus de liberté, je redéfinis un peu tout ça, j'ouvre un peu l'espace pour que je me sente bien pendant cette période, quoi. Elsa, je rebondis sur ce que vous disiez à propos de la dépression. On a une question de Sylvie qui, quelque part, tombe sous le sens. Elle demande si, en fait, ces moments dépressifs ne peuvent pas être aussi, peut-être, la cause des sautes d'humeur. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est ces sautes d'humeur C'est compliqué. d'origine Mais en fait, les sautes d'humeur, c'est très difficile de savoir. Les sautes d'humeur sont quand même aussi la résultante d'une balance hormonale qui n'est plus tout à fait la même. Donc, du coup, il y a quand même une façon de réguler son émotion qui n'est pas tout aussi efficace que ce qu'elle l'a été avant. Je pense qu'en plus de ça, en plus de la balance hormonale, il y a aussi une fatigue réelle. On ajoute à cela le manque de sommeil, la charge quotidienne, effectivement des moments un peu de découragement. Je pense que tout ça est le lit et c'est une espèce de synergie qui va favoriser les sautes d'humeur. Je pense que tout ça est intriquement lié. C'est pas que un paramètre, c'est tous ceux-là ensemble qui font que effectivement on va avoir des sautes d'humeur. Mais parfois, une saute d'humeur, c'est aussi on a tendance à se culpabiliser quand d'un seul coup, on va être un peu volcanique, alors qu'en fait, la saute d'humeur, ça peut être aussi parce qu'on a beaucoup retenu pendant longtemps ce qu'on avait envie de dire ou des limites qu'on avait envie de poser, et que là, à la faveur de tout ce qui se passe physiquement, biologiquement et psychiquement, et bien là, ça sort de manière un peu extrême, mais peut-être que le message sous-jacent, il était pas mauvais, quoi. C'est peut-être la façon dont ça s'exprime qui est un petit peu, voilà, c'est le signe peut-être d'une limite qui a été dépassée, quoi. C'est pas que la ménopause en soi. Marie-Josée Palevitch, en tant que sage-femme, vos conseils à vous pour mieux passer cette période-là? Alors, j'allais effectivement reprendre ce qui a été dit, ne pas oublier que
pour reprendre déjà quelques éléments là sur la fatigue, la ménopause est synonyme de fatigue déjà en raison des troubles du sommeil et des bouffées de chaleur qui entraînent aussi des troubles du sommeil, donc, et de la carence hormonale. À partir de là, toutes les vulnérabilités explosent en fait. Donc voilà, effectivement, le trop-plein n'attend que des circonstances favorisantes. Donc, la ménopause n'est pas la cause pour moi en soi, elle est juste elle favorise l'expression de ce qui est sous-jacent. Après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la société qui est en cause, oui, on est dans une société qui est une société de performance. Et donc, dans cette société de performance, le beau, le neuf est valorisé, le jeune, et puis le reste est défavorisé, évidemment. Défavorisé, dévalorisé, voilà. Donc, j'ai envie de dire à nous, les femmes, de ne pas rentrer là-dedans. C'est pas parce que on nous pond une société de performance, une société consumériste aussi sur le plan humain, que l'on est obligé d'adhérer à ça. Mais ça ne tombe pas du ciel, en fait. Ça rejoint vraiment l'estime de soi. On a une société donc de performance qui met à mal l'estime de soi. Dès qu'on n'est pas au top de ce que voudrait la société, on est nul. Donc, il faut tout reconstruire. Et ça revient à accepter que dans cette période de ménopause qui n'est pas signe de péremption, mais plutôt signe de pause, signe de sérénité, normalement, puisqu'on a gagné en âge, mais on a donc gagné, pas que des rides, on a gagné en maturité, on a gagné en savoir-être, on a gagné normalement en confiance en soi. Et si on n'en a pas assez gagné, peut-être s'autoriser enfin à faire un travail là-dessus, accompagné d'une psychologue comme Elsa, par exemple, accompagné d'une sage-femme. Le travail que j'ai mis en place au cabinet, puis maintenant en formation avec des sages-femmes, c'est vraiment un travail autour de la femme, autour de sa santé globale, avec pour point de départ essentiellement, je rejoins encore Elsa dans ses propos, le corps, et plus exactement la corporalité. Permettre à la femme d'accueillir la forme qu'elle est, je prends volontairement ces mots, la forme qu'elle est, la présence qu'elle est et ce qu'elle est. Et ça, bon, moi je l'ai souvent lié au travail périnéal, mais peu importe, on peut le faire en sophrologie, on peut le faire en hypnose, on peut le faire en danse, on peut le faire en tout ce qu'on veut, tout dépend de l'intention. Et donc, travailler sur soi pour être au plus près de soi, travailler son image de soi, sa confiance en soi, au bout du compte, l'estime de soi. Voilà, mais ça, voilà, ça doit être déjà une démarche volontaire. Et puis, il faut les moyens, c'est-à-dire trouver la bonne personne. Parfois, les moyens financiers, mais pas forcément. Après, pour quelque chose d'un peu plus carré, la base, c'est quand même les règles hygiéno-diététiques. Voilà, j'allais y venir. De manière concrète, il y a aussi des conseils assez pratico-pratiques. Ben oui, parce que il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Hein. L'alimentation a un impact direct sur notre santé, sur nos énergies, sur notre énergie et sur ces bouffées vasomotrices. Hein. Les études en témoignent et d'ailleurs, c'est pas pour rien que certaines sociétés en Afrique et d'autres en Asie ont carrément pas les mêmes problèmes vasomoteurs que nous en Europe. Donc, adapter notre alimentation, favoriser les protéines puisqu'on perd en masse musculaire, on troque du muscle pour du tissu conjonctif. Hein, donc voilà. Il faut aussi leur apporter des protéines, du calcium, diminuer un petit peu les graisses et limiter vraiment au maximum le sucre, les sucres rapides, pas les féculents, sachant qu'en plus, dans cette période, on a une affinité pour le sucre. Ah. C'est que les personnes âgées sont gourmandes. Voilà, c'est aussi en raison de l'équilibre hormonal qui change. Une alimentation riche en légumes verts, en crudités, en poissons, en fruits, 1 à 2 par jour. On sait aussi que la population, même du Sud, est carencée en vitamine D. Donc,
la vitamine D est vraiment très importante pour les os, donc il faudrait un apport quotidien systématique pour tout le monde, pas besoin de doser, hein. C'est sûr qu'on est tous carencés, donc un apport quotidien, un apport en supplémentation vitamine D. En oméga 3 aussi, le rapport oméga 3, oméga 6 est très important et on peut faire des tests, mais globalement, vu notre stress, on a un stress oxydatif qui est lié à notre rythme de vie, à la pollution et à tout ce que l'on mange qui est soit dans le déséquilibre, soit de toute façon aussi pollué. Donc, il faut qu'on ait un peu plus d'oméga 3 que d'oméga 6 et en principe, on a l'inverse. Donc, il faudrait supplémenter en oméga 3. Les petits poissons comme les anchois, les sardines sont très riches en oméga 3. Éviter les gros poissons qui sont pleins de plastique et de plomb et qui ont moins d'oméga 3. L'arrêt du tabac si on peut, mais c'est compliqué. Elle est en période de vulnérabilité, cette femme, et puis on lui dit arrêtez le sucre et arrêtez le tabac. Donc il y a qu'à Faucon, ça ne marche pas, et puis pas trop d'alcool non plus, donc pas trop s'amuser. Bon, voilà, il faut peut-être réapprendre à vivre, à s'amuser, à prendre du plaisir autrement, en limitant les excès, parce qu'on le paye un petit peu cher, et puis vraiment garder son rythme ou trouver enfin un rythme de sommeil. Ce qui compte le plus finalement, c'est le rythme, et donc c'est la régularité, notamment du réveil. Il est également question d'un bon suivi gynécologique à ce moment-là aussi. Il y a un bon suivi gynéco, oui. Alors, à ce propos, j'en profite pour passer une information. Après 40 ans, on évite les contraceptifs oraux, la pilule, l'œstroprogestative. Et souvent, on propose des stérilés hormonaux. Et beaucoup de femmes s'empressent de les changer autour de… le stérilet hormonal, c'est 5 ans. Si on a 47 ans, si on a 45 ans, on se dit, tiens, je vais le changer à 50 ans. Bon, non, en fait, si à 50 ans, ce n'est pas la peine de le changer, on peut garder le même, ça ira très bien. On limite les inconvénients d'en replacer un, les inconforts, et ça suffira. On n'enlève pas non plus ces stérilés pour ne plus en mettre en se disant je l'enlève à 50 ans puisque maintenant c'est la période de la ménopause, j'en ai plus besoin. On peut être ménopausé à 55 ans, donc éviter. Et puis ces stérilés hormonaux ont quand même des avantages sur les cycles, avec ça masque donc ces troubles du cycle, des avantages aussi en diminuant les bouffées vasomotrices, moins de douleurs au sein, moins de douleurs menstruelles. Donc il y a un réel avantage à conserver ces stérilés hormonaux. Mais là, voilà, il faut un suivi gynéco avec une sage-femme, un médecin généraliste ou un gynécologue et poser tout ça clairement. La ménopause est synonyme aussi, pas que la ménopause, mais forcément, c'est une période où il y a un peu plus de vulnérabilité, où il y a pas mal de choses qui se gâtent un peu. Et donc, les fuites urinaires en font partie. Fuite urinaire, fuite de gaz aussi, il faut le dire, et fuite anale, ça peut aussi, puisqu'il y a 10% de la population, là on met les hommes dans le même panier, hommes et femmes, qui présentent des fuites anales. Et pour les fuites urinaires, c'est 3 à 6 millions de femmes, tout âge confondu, et évidemment, il y en a un petit peu plus selon l'âge, et une aggravation avec l'âge. Ce n'est pas le seul facteur, mais le vieillissement en est un. Donc, travailler son périnée, faire une rééducation du périnée efficace et pérenne, c'est super important. Et puis, comment on fait ça concrètement? Parce que chez soi, on se dit, tiens, je vais travailler mon périnée. C'est pas évident. Il faudrait un webinaire entier, voire plusieurs là-dessus. Mais alors, pour moi, le périnée fait partie, enfin, c'est pas que pour moi, le périnée, c'est un muscle, c'est un ensemble musculaire et de tissus conjonctifs, essentiellement de posture. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Donc, la fameuse consigne, serre ton périnée, contracte avant un effort, ça ne concernera que les fibres rapides. En gros, ça va être 10% de l'ensemble du dit périnée. Donc, il faut d'abord pouvoir travailler ce périnée au sein de la posture. Et d'ailleurs, la posture, une bonne posture fait qu'on est plus belle, qu'on a plus confiance en soi, qu'on apprécie un peu plus de se regarder dans le miroir. Donc, voilà, ça apporte des émotions positives, et par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça a un impact non négligeable. Et en prime, sans prise en charge de la posture, on n'aura pas un impact positif
de la contraction musculaire périnéale. Donc, comment on fait? Il y a plusieurs méthodes possibles, mais dans tous les cas, la méthode choisie doit être globaliste, donc il n'y en a pas beaucoup, doit être globaliste, elle doit prendre en compte la globalité de la personne, donc sa posture, son émotion, le périnée, les abdos, le dos et le mouvement. C'est ce que je fais en périnée ludique. Et l'idée n'est pas de créer une dépendance de la femme à ces séances qu'elle va faire une fois par an ou tous les 6 mois pour certaines, parce qu'on a quand même bien d'autres choses intéressantes à faire dans nos vies que d'aller consulter pour tout. Parce qu'il y en a des consultations, on va en parler, à prévoir sur la période de la ménopause. L'idée, c'est d'être autonome. Voilà, j'ai une gêne, mes cheveux me gênent là sur les sourcils, je pousse mes cheveux, j'ai amené mes muscles de mon membre supérieur, et ici je sais faire, pas de souci, je suis autonome. Je dois pouvoir faire la même chose avec mon périnée. Donc savoir vivre avec, et ça voilà, il faut trouver une bonne rééducatrice. On parle des bienfaits du Pilate sur le périnée. Vous confirmez que ça peut être effectivement des exercices de renforcement assez salvateurs pour les muscles profonds du périnée qui sont en forme de hamac, hein. C'est pas exactement ce que je dirais. Salvateur pour les muscles profonds de l'ensemble du corps, oui, mais comme tout, il y a beaucoup d'exercices de Pilates qui s'avèrent complètement surpressifs sur le périnée. Donc, c'est pas parce qu'on fait du Pilates qu'on a un bon périnée. Et puis, en général, ce qui se passe, c'est qu'on va faire 1 heure de Pilates, on se tient, voilà, je fais des exercices, là, je me tiens en Pilates, très bien, et puis je ressors complètement avachie, comme j'ai l'habitude d'être, en fait. Là, ça n'aura pas servi à grand-chose sur ce plan-là, hein, mais après, c'est très bien d'aller faire une activité. C'est déjà compliqué pour les femmes d'aller faire une activité physique, donc je ne vais pas dire que ce n'est pas bien d'aller faire du Pilates. C'est très bien, mais si vous avez des fuites urinaires à l'effort ou des difficultés à vous retenir d'uriner, je pense que ce n'est pas avec tous les cours de Pilates que vous allez pouvoir régler ces problèmes urinaires. Donc, on va consulter une sage-femme, par exemple. Par exemple. Okay. Mais on continue son Pilate et puis avec ce qu'on aura fait en rééducation, on saura quel exercice il ne faut pas faire, en tout cas pas comme ça, etc. On fera mieux, on saura pourquoi on fait les choses et comment. Voilà. Il y a une question importante quand on parle de mieux vivre les symptômes de la ménopause, c'est les fameux traitements hormonaux. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? Quoi penser de ces fameux traitements hormonaux? On a entendu beaucoup de choses et certaines femmes peuvent en avoir peur. Oui, alors le nombre de femmes qui prennent un traitement hormonal, je crois que c'est 6%, enfin, c'est quelque chose de très faible, peut-être même moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'origine, il y a eu une seule grosse étude, l'étude de WHI, qui a été faite sur les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Et ces oestrogènes-là, c'était des oestrogènes américains. C'est une étude américaine, ce sont des oestrogènes équins, donc chez la jument. Et comme on n'est pas des juments, ce n'est pas tout à fait adapté. Et finalement, il y avait beaucoup de risques cardiovasculaires. D'ailleurs, ce n'était pas une étude qui visait à prouver que ce traitement hormonal à partir d'oestrogènes équins apportait un confort de vie aux femmes. C'était une étude qui visait à démontrer qu'il y avait un bénéfice sur le plan cardiovasculaire à donner ce traitement. Et en fait, ça a été l'inverse parce qu'il y avait pas mal d'accidents en raison de ces oestrogènes équins. En France, la France commence à être le modèle en fait du monde sur le plan des traitements hormonaux. Pas assez suivi pour l'instant, mais parce qu'on a des oestrogènes qui sont dits naturels. Donc déjà, la première des choses, c'est d'avoir une consultation dédiée. Maintenant, il y a une consultation longue pour ça. On peut se renseigner auprès de son généraliste, sa sage-femme ou le médecin gynéco. Pour l'instant, seuls les médecins vont prescrire le traitement hormonal. Mais déjà, comprendre ce qu'est le traitement, c'est une première chose. Il faut savoir qu'en fait, quand on a au moins 6 bouffées vasomotrices, 6 bouffées de chaleur par jour, on augmente clairement le risque cardiovasculaire. Donc, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, augmentation du taux de mauvais cholestérol qui bouche les coronaires, les artères coronaires, insulinorésistance, donc plus de diabète. Donc, cette consultation va pouvoir déjà
mettre en lumière la fréquence et l'intensité des symptômes dont souffre la femme. Et en fonction, on sait qu'il est recommandé de prescrire des traitements hormonaux de la ménopause en première intention chez les femmes de 50 à 60 ans qui présentent une intensité, donc au moins 6 bouffées ou 5 ou 6 bouffées de chaleur par jour, et une certaine fréquence de ces symptômes. Donc, on va évaluer dans la consultation, on va faire une balance entre les bénéfices et les risques. Oui, il y a des risques aux traitements hormonaux, mais c'est au médecin d'évaluer s'il n'y a pas de facteurs de risque ou si les facteurs de risque mis en balance avec les bénéfices font que ça reste favorable pour le traitement hormonal. Les contre-indications, globalement, ce sont les antécédents personnels ou certains familiaux cardiovasculaires, des problèmes de foie, puisque le traitement va être métabolisé par le foie, et des antécédents de cancer hormonodépendants. Peut-être la question n'a pas été posée, mais je me dis que certaines femmes doivent l'avoir en tête. On peut retrouver, au-delà des prescriptions faites par un médecin, on peut retrouver en pharmacie ou sur Internet des crèmes à base d'œstrogène, de progestérone, en libre service, certainement beaucoup moins dosées que celles prescrites par le corps médical. Mais on en pense quoi de ces crèmes? Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? On s'abstient? On fait quoi? Alors, en libre service, sauf erreur de ma part, je n'ai pas connaissance qu'on ait des crèmes à base d'œstrogène. À base d'œstrogène, d'acide hyaluronique, oui, mais d'œstrogène. Je ne peux pas citer de marque parce qu'on n'a évidemment pas le droit de citer de marque ici, mais il y a un tube de crème assez connu qui commence par le nom de l'hormone et qui finit par gel, qui contient donc cette hormone-là et qu'on peut passer de manière cutanée. Sans citer de marque, tout le monde reconnaîtra. Alors, les crèmes à base d'œstrogène, pour nous, profession médicale, elles sont prescrites et elles sont utilisées pour les traitements locaux des conséquences de la ménopause. Donc, par exemple, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, cette vulvite atrophique, parce que c'est une inflammation de la vulve. En fait, avec la carence en œstrogène, la vulve devient très fine. La muqueuse vulvaire, la peau, voilà, la couche supérieure, superficielle devient très très fine. Donc les vaisseaux sanguins sont à fleur de peau et tout frottis-frotta, que ce soit avec les vêtements ou lors d'un rapport, va créer des micro-fissures ou des macro-fissures chez certaines ou des petites déchirures au maximum chez de plus rares femmes. Donc ça, c'est intéressant. Et effectivement, il ne faut pas… Alors, on parle de traitements hormonaux locaux, on n'aura pas un impact. En général, le passage systémique, le passage dans le sang est quasi nul. La question se pose aussi d'ailleurs de pouvoir les prescrire, même en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. On n'aura pas un impact sur l'ostéoporose, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, etc. Alors que le traitement hormonal prescrit, lui, oui. Oui, lui, en fait, dans les traitements hormonaux prescrits, on va avoir deux choses. On aura souvent un patch ou un gel cutané, mais c'est un effet général pour tous ces symptômes que j'ai cités tout à l'heure, les bouffées, l'ostéoporose, etc. Donc, remonter le niveau d'œstrogène dans le sang. Et les traitements locaux que l'on va, les ovules et les crèmes que l'on va mettre sur la vulve ou dans le vagin, ces traitements locaux vont lutter contre les syndromes génito-urinaires de la ménopause. Après, on a aussi d'autres traitements hydratants qui sont intéressants, à base d'acide hyaluronique, des huiles végétales. Il y a la thérapie cellulaire aussi, la radiofréquence qui va agir sur les cellules et vraiment diminuer cette gêne locale. Mais là, on parle vraiment du local. Dans le traitement hormonal général de la ménopause, j'ai dit qu'on avait les gels. Là, c'est les gels ou les patchs, on parle d'œstrogène. Mais en France, justement, si on a de bons résultats sur les maladies cardiovasculaires, c'est parce qu'on le couple aussi. Donc déjà parce que ce sont des œstrogènes naturels, comme j'ai dit, mais aussi parce qu'on les couple, ces œstrogènes, avec de la progestérone. La progestérone micronisée qui se prend en comprimé, 200 à 300 microgrammes, je ne sais plus, par jour pour la femme.
par femme et ils ont un impact très intéressant sur la qualité du sommeil. Il y a même dans une conférence un cardiologue qui disait que lui, il en prenait tous les jours pour être moins anxieux et mieux dormir. Donc, on n'hésite pas à aller consulter et à demander des renseignements auprès de son médecin traitant, auprès de son gynécologue concernant ces compléments hormonaux. Et oui, parce qu'on a vraiment une des premières causes de mortalité chez la femme, ce sont les accidents cardiovasculaires. C'est 30% des causes de décès en France. Et bien plus, 7 fois plus que le cancer du sein. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société qui diabolise les hormones, mais la mortalité cardiovasculaire chez la femme ne cesse de progresser. Donc là, vraiment, on vise à diminuer cette mortalité grâce au traitement hormonal, s'il est indiqué, s'il n'y a pas de contre-indication, etc. On clôt ce sujet avec une question dans le chat sur la prise de poids pendant la ménopause et la périménopause. Une personne nous demande, est-ce que je vais arriver à me débarrasser des 10 kilos pris pendant cette période-là? Est-ce que c'est des kilos qu'on va garder le reste de sa vie ou on peut les perdre? Pour moi, on peut toujours, mais c'est vrai qu'on stagne un peu plus quand même après. On stagne un peu plus. Alors, les études, mais c'est vrai que nous, les femmes, nous sommes rarement d'accord avec ce que disent les études sur les prises de poids liées à la ménopause ou aux autres circonstances d'ailleurs. Les études ne semblent pas démontrer que l'on prenne vraiment de façon significative du poids pendant la ménopause. Par contre, notre corps se modifie, c'est clair. Comme on a dit, il y a une répartition des masses grasses et musculaires qui change. Et puis, puisqu'on troque du muscle pour du tissu conjonctif et que ce tissu conjonctif est quand même un petit peu déshydraté avec le vieillissement, mais ça commence à 35 ans, ça change déjà à 35 ans en fait au niveau de cette déshydratation cellulaire. Notre peau est moins tonique, moins tendue et ce qui est dessous se voit un petit peu plus. C'est ça aussi. Après, comment faire? Là où peut-être avant, en mangeant différemment pendant une semaine, on pouvait reperdre nos 2-3 kilos, avec la ménopause, il faut plus d'efforts. Ce sera plus long. Voilà. Ce sera plus long et puis plus d'efforts pour un résultat peut-être un petit peu inférieur. Ça revient à dire que si on mange la même chose, si on ne change pas ses habitudes alimentaires, si on fait moins d'activité physique qu'avant ou de la même façon, on n'a pas de raison de changer le résultat. Il va falloir augmenter, renforcer son activité physique régulière. Tous les jours, 30 minutes, c'est mieux que 3 heures tout un week-end, 3 heures le samedi, par exemple. Donc, augmenter l'activité physique. Il faut une activité physique en charge aussi pour faire du muscle et une activité physique en endurance. Donc, par exemple, marcher, randonner, mais faire aussi ou du vélo d'appartement, ou du vélo, ou nager et faire aussi du renfort musculaire avec un petit peu de poids. Marie-Josée, en 2 secondes, parce que le temps file, il y a quelqu'un qui nous demande si les traitements hormonaux peut-il aider à prévenir l'ostéoporose? Si ça fait du bien, j'ai envie de dire, pour tout. Vous avez dit que ça traitait l'ensemble des symptômes, donc la fragilité. Ah oui, oui. Non, mais oui. Et d'ailleurs, il faut faire, c'est bien de faire en début, à 50 ans ou 52 ans, au début de la ménopause, faire une ostéodensitométrie. Ce n'est pas un acte remboursé, mais il va vous donner l'état osseux. Et donc ça aussi, si vraiment il y a un facteur de risque important, déjà ou si on observe une déminéralisation osseuse, là, c'est un élément à prendre en compte absolument dans la balance pour la prescription du traitement hormonal. Et on n'hésite pas à y aller sur la vitamine D et le calcium. Ça ne fera pas de mal. Et l'activité physique. Et l'activité physique. Qui favorise aussi de bons os, depuis l'adolescence d'ailleurs. Oui, pas qu'à la ménopause. Elsa, je me retourne vers vous. En France, près de 80% des femmes, c'est malheureux, mais c'est comme ça, font passer leur santé après celle de leurs proches, les enfants, le mari, la famille. Qu'est-ce que vous dites à vos patientes pour les encourager à retrouver du temps pour elles? Parce que là, justement, faire tout ça, prendre soin de soi pendant la ménopause, ça demande aussi d'être un peu focus sur soi et de se libérer du temps.
Exactement. Ça devient une autre charge mentale. En fait, les patientes que je rencontre, souvent, elles savent que la priorité, c'est quand même aussi leur santé. Rationnellement, elles l'ont tout à fait intégré. C'est pas un problème de compréhension, c'est vraiment un problème d'autorisation. C'est-à-dire que se mettre au centre, se faire passer, se donner une place pour se soigner et prévenir les problématiques de santé, c'est quelque chose qui est toujours un peu compliqué puisque c'est sous-tendu par de la culpabilité. Et même, c'est sous-tendu aussi par le fait que pendant longtemps, leur identité, ça a été celle de prendre soin des autres. Donc, du coup, moi, je ne leur dis pas, il faut prendre du temps pour vous, parce qu'elles le savent déjà. Je les aide à déplacer les choses progressivement. Déjà, je leur demande de faire des actes très simples, hein, prendre un rendez-vous médical et le considérer comme non négociable. Il est pris et on y va. Et de leur dire en fait que finalement, ce n'est pas la culpabilité sous-jacente qui doit décider de leur santé. Je leur dis, voilà, si finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de sacrifier concrètement en vous faisant toujours passer en dernier? À quoi ressemblerait votre vie dans 5 ans si jamais vous n'allez pas faire vos examens de santé? Je leur dis, voilà, qu'en fait, finalement, il y a une espèce pas d'urgence, mais un impératif à poser ces rendez-vous-là, à prendre ce temps-là et à se rendre compte qu'en plus, finalement, derrière, ça ne va pas changer leur quotidien, mais que les bénéfices seront tels qu'une fois que ça sera fait, je pense qu'elles l'auront intériorisé comme une expérience où finalement, quand la culpabilité ne décide pas et que c'est leur santé qui passe en premier, c'est un apprentissage aussi qu'elles font pour elles, aussi pour leurs filles dont elles sont le modèle, etc. Je pense que c'est un cercle vertueux qui peut se mettre en place. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, j'aurais voulu quand même qu'on dise quelques mots sur la prévention et le dépistage, notamment pendant cette période-là, qui est la ménopause. Marie-Josée, vous avez 2 minutes, vraiment, pas plus. J'aimerais qu'on fasse 1 ou 2 questions dans le chat avant de terminer. Prévention et dépistage, donc j'ai déjà parlé de l'ostéodensitométrie qui est rarement prescrite, mais vraiment c'est important pour éviter ces 40% de fractures. Chez 40% des femmes vont faire une fracture à la ménopause. Pour prévention du cancer du col, donc allez faire votre frottis chez votre sage-femme, médecin généraliste ou gynéco. Prévention du cancer du sein, une mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans. Un bilan cardiovasculaire, on a quand même beaucoup parlé du cardiovasculaire, donc allez consulter le médecin généraliste à un moment où vous n'avez rien, pas quand vous avez un rhume, pas quand… Voilà, j'ai rien qui ne va pas a priori, mais je voudrais faire un bilan. Ça, c'est un bilan de santé. Il y en a un possible aussi chez une sage-femme. Un bilan de statique pelvienne, là, vraiment… plutôt soit chez un gynéco spécialisé dans la statique pelvienne ou une sage-femme spécialisée dans la rééducation. On fait des bilans de statique pelvienne. Il y a maintenant cette consultation longue qui est prévue pour les femmes de 45 à 60 ans dédiée à la ménopause. Il faut vraiment pouvoir en parler. Parlez-en déjà à vos professionnels de santé qui sont vos ressources principales. En principe, une sage-femme, un gynéco, un généraliste en premier lieu, d'ailleurs, généraliste. Il faudrait presque se le mettre en alerte sur le téléphone. Hein. Ben oui. Hein. Faire un calendrier, quand les pompiers arrivent, hop, on fait le grand calendrier annuel, parce qu'il y a aussi les dépistages qui concernent ces messieurs aussi, et qui nous concernent toujours, le cancer colorectal, les cancers les cancers colorectal, je ne l'ai pas signalé, oui. Bien sûr. Les cancers de la peau aussi, c'est difficile d'avoir des rendez-vous chez les dermatos, mais on a beaucoup de taches qui apparaissent. Est-ce que ce sont simplement des petites taches de soleil avec l'âge, ou est-ce que c'est l'arrivée d'un mélanome ou de quelque chose de pas très folichon? Dans ce cas-là, il faut aussi aller consulter. Il est question du diabète, la DMLA, donc là aussi, les yeux, il faut faire attention, le glaucome. Enfin, il y a beaucoup de choses. Les dentistes aussi, ça crée des maladies cardiovasculaires aussi. Voilà, un bilan santé chez son médecin et ou sage-femme. Il y a les vaccinations aussi. Bon, bref. Un bilan santé est important et donc on va consulter pour ce bilan santé, pour rien d'autre, pour ça. Ça peut sauver des vies. Je prends juste une petite question parce que c'est vrai que c'est une question intéressante. Sous hormonothérapie, donc cancer du sein, parce qu'il y a effectivement des cancers du sein qui sont hormonodépendants et donc on met les femmes sous ménopause artificielle, peu importe l'âge qu'elles ont et de manière brutale du jour au lendemain. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des traitements de substitution? Alors, le traitement hormonal, le THM, comme on dit, non,
Ça, c'est une contre-indication. Pour l'instant, hein, on entend quelques sources dire qu'a priori, on pourrait, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui se fait. Les traitements locaux doivent pouvoir être discutés avec les oncologues. La problématique, c'est que les oncologues un oncologue n'est pas formé à la gynéco. Et donc, l'onco va dire, voyez avec votre gynéco. Et le gynéco va dire, voyez avec votre oncologue. Finalement, tout le monde est frileux à donner des œstrogènes locaux. Mais il y a un très, très faible passage dans le sang qui devrait pouvoir le permettre. Donc, bien sûr, c'est un équilibre parce que là, on cherche la qualité de vie aussi. Hein. Donc, dans la qualité de vie, il y a la santé sexuelle qui fait partie de la santé globale. Donc, bon, il faut vraiment pouvoir poser les choses très sérieusement au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Et puis, la radiofréquence sera un bon compromis. Déjà, le conseil pour toutes les femmes, mais de surcroît, quand on a un facteur de risque avec des traitements anti-hormonaux, c'est d'hydrater sa vulve dès 40 ans. Comme on se crème le visage, se crémer la vulve. Avec une crème végétale adaptée, des crèmes à base d'acide hyaluronique. Voilà. D'accord. Tous les jours. Bon, ça sera le dernier conseil de ce webinaire qui touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes les deux, Marie-Josée Palevitch. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Conseils. Je vous rappelle que grâce au programme Prévaesio, vous pouvez bénéficier d'un bilan individuel, soit par téléphone, soit directement en agence Aesio. Vous pouvez également suivre des cycles d'ateliers à distance avec un programme d'e-coaching santé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de services qui sont proposés. Vous pouvez les retrouver sur votre espace adhérent, page Mes services, rubrique Prévaesio. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cycle de webinaire. Vous pouvez le retrouver bien entendu en replay. Mesdames et peut-être messieurs s'il y en a, bonne journée à toutes et surtout, prenez soin de vous. Salut. Bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.